On va y aller, vous êtes là depuis un moment, et puis il va de toute façon arriver dans quelques minutes. Alors cet après-midi, nous allons nous allons débattre des questions de démence et déclin cognitif. À la fois, on va essayer avec Hervé Schnevas de comprendre un petit peu les causes, parce que globalement, on se dit c'est une question de vieillissant, mais encore, qu'est-ce qu'il y a derrière? Sommes-nous tous programmés pour aboutir à ces pathologies? Mais aussi et surtout toutes les questions sociales qu'il y a autour de ce sujet, tant pour la famille des personnes qui sont dans une situation de dépendance que pour la société. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de prise en charge? Qu'est-ce que ça change aussi dans notre rapport, y compris dans le milieu hospitalier? Et ça, nous allons le voir avec Grégoire Moutel. Alors, pour en discuter justement avec nous, il y a donc Hervé Schnevas qui va arriver. Il est neurobiologiste, neurologue, directeur de recherche au CNRS. Il est aussi le président du comité d'éthique à l'INSERM. D'ailleurs, je le vois arriver. Bonjour Hervé. Rebonjour. Il arrive. Voilà. Didier Sicard, à ma droite, que vous avez déjà vu plein de fois ici au Forum européen de bioéthique. Il est très connu. Vous le connaissez, il est président d'honneur du Comité national d'éthique. Vous savez aussi le travail, le rapport qu'il a fait autour de la fin de vie. Donc ça, on en parlera beaucoup plus amplement demain. Grégoire Moutel. Avec Grégoire Moutel, on va aborder les questions justement sous l'angle des aidants, des accompagnants, et comment cette question des déclins cognitifs et des démences se pose à notre société. Grégoire Moutel est médecin hospitalo-universitaire à Paris-Descartes. Il est clinicien, endocrinologue, et il dirige des recherches à l'université Paris-Descartes. Voilà, rebonjour Hervé. Et puis, vous voyez deux jeunes lycéens, car comme vous le savez, au Forum européen de bioéthique, il y a un gros travail qui est fait tout au long de l'année avec les établissements scolaires alsaciens, du nord au sud. Et ils nous viennent avec leurs enseignants et puis d'autres camarades. Ils nous viennent de Mulhouse, du lycée Jeanne d'Arc. Donc, il y a Daphné Martin, c'est bien ça ? Voilà, qui est ici au titre de grand témoin. Je vous expliquerai ce dont il s'agit. Et puis aussi Lucas Nuffer. Tous les deux, donc, sont grands témoins. Ça veut dire quoi chez nous? Alors, c'est pas du tout un rôle institutionnel. C'est pas un rôle pour dire je sais plus que tout le monde. C'est tout simplement le rôle de quelqu'un qui est externe ou dans la société civile, et puis qui va apporter un regard décalé, des questions ou un témoignage, une autre vision de ce que nous disons. Et nous arrêter d'ailleurs à n'importe quel moment, si vous le souhaitez, pour poser des questions, pour dire « moi, j'ai pas compris » ou « qu'est-ce que ça veut dire ça et ça ». Alors, Hervé Schnevas, moi, j'aimerais bien qu'on commence par vous, parce que on se pose des questions sur le déclin cognitif. Bien évidemment, la société face au déclin cognitif, mais on se dit aussi qu'on a envie de profiter de la présence d'un neurologue, d'un neurobiologiste, pardon, pour savoir si, premièrement, personne d'entre nous ne va y échapper. Est-ce que nous sommes tous programmés pour que, tôt ou tard, on souffre de ces pathologies? Alors, le neurobiologiste et neurologue va dire qu'on a des chiffres et que malheureusement, ces chiffres montrent qu'au-delà de 65 ans d'une part, puis... Ah oui, alors est-ce que ça va mieux comme ça? On va peut-être régler la question du son. C'est bon? Hervé, essayez peut-être encore une fois. 1, 2, 3. Vous entendez quelque chose? Là, c'est bien. Il faut peut-être que je sois très près du micro. Voilà. Excusez-moi. Donc, il est clair que les chiffres montrent une véritable, entre guillemets, épidémie, c'est-à-dire qu'au-delà de 65 ans, et plus encore au-delà de 80 ans, la proportion de personnes qui commencent une démence, et toutes les démences ne sont pas de type Alzheimer, parce que on estime aujourd'hui qu'environ 50% seulement sont liés à un processus correspondant à la maladie d'Alzheimer. Beaucoup d'autres sont liés à des problèmes vasculaires. On va sûrement y revenir par rapport à la notion de prévention de facteurs de risque. Eh bien, statistiquement, ça représente 10, puis 5, puis 10, puis 20% de la population. Ce qui veut dire, à contrario, que 95, puis 80% de la population quand même en
tout cas pour l'âge que nous connaissons, c'est-à-dire avec quelques dizaines de milliers de centenaires maintenant, ne vont pas entrer dans ce déclin cognitif. Et on connaît bien des gens qui, jusqu'à la fin de leur jour, pour prendre un exemple que j'aime particulièrement, on va prendre Oscar Niemeyer, un des plus grands architectes du XXe siècle, qui jusqu'à 104 ans a continué à aller tous les matins travailler et continuer à créer de l'architecture et poursuivre son œuvre. Donc nous ne sommes pas tous condamnés au déclin. Alors nous ne sommes pas tous condamnés, pour autant est-ce qu'il y a des facteurs qui vont nous pousser, qui vont un petit peu accélérer le processus ou générer ce déclin? Alors il est apparent aujourd'hui que ce déclin est lié d'abord aux acquis que l'on a, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le niveau socio-culturel de la personne et la rapidité à laquelle peut se développer un déclin cognitif. Plus la personne part de haut, et plus lent sera le déclin cognitif. D'où aujourd'hui beaucoup d'interventions auprès de tout le monde en général, mais plus encore auprès des personnes âgées, pour essayer de partir du plus haut possible et donc d'avoir une pente de déclin cognitif la plus faible possible. Il y a eu un temps où on était désemparé, on baissait les bras, le temps de ne rien faire n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, on est dans un temps d'intervention et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce réseau des CM2R qui s'est mis en place en France et qui non seulement procède à un diagnostic le plus précoce possible, mais aussi met en place des stratégies pour permettre aux gens de décliner le moins possible. Ensuite, il y a les facteurs aggravants. Et ces facteurs aggravants, c'est d'une part les maladies cardiovasculaires liées à l'hypertension. Et de ce point de vue-là, il y a donc tout un dépistage, une prévention, un traitement à effectuer pour essayer d'empêcher ce qu'on appelle dans le jargon médical les comorbidités, c'est-à-dire les maladies associées les unes avec les autres. Et on peut prévenir, là encore, un certain nombre de facteurs de risque qui dépendent parfaitement de l'individu. Le tabagisme, on parle toujours du cancer du poumon. Je vous rappelle que le premier problème du tabagisme, c'est les maladies pulmonaires et les maladies cardiovasculaires qui résultent des bronchopneumopathies obstructives. On peut aussi prévenir un certain nombre d'intoxications comme l'alcool. Donc il y a la possibilité d'agir par des mesures de santé publique qui, vous le remarquerez, n'ont besoin d'aucun biomarqueur, d'aucune génétique, d'aucune imagerie cérébrale et qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Alors justement, quand on parle de déclin, nous on a pensé en particulier démence et déclin, on a pensé en particulier à l'Alzheimer, mais là vous nous dites bien, il n'y a pas que cela. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre pathologie derrière? Alors on ne va pas toutes les énumérer, mais pour celles qui nous concernent, qui sont les plus récurrentes, peut-être les plus répandues. Les plus répandues, c'est en fait l'impact sur le système nerveux d'une hypertension artérielle non contrôlée et qui provoque, on pense toujours système nerveux égale neurone, en fait, et la plupart des cellules du système nerveux sont des cellules gliales et les conséquences de l'hypertension non traitée de longue durée, c'est en fait une atrophie, une raréfaction de ces cellules gliales qui provoque secondairement un déclin cognitif. Donc il y a ça d'abord, ensuite évidemment la maladie de l'Alzheimer, d'autres maladies neurodégénératives, évidemment tout le monde connaît la maladie de Parkinson, mais d'autres maladies, les démences frontotemporales, les maladies à corps de Lévy, enfin maintenant il y en a plus d'une dizaine qui sont répertoriées. Alors on reviendra tout à l'heure à vous peut-être pour au moins essayer de savoir quels sont les traitements aujourd'hui, quel est l'état de la recherche pour à minima peut-être réparer, espérons-le, ou à minima ralentir la progression de ces maladies. Et alors derrière aussi ces maladies, il y a un enjeu social sur lequel vous êtes beaucoup penché, Grégoire Moutel, on va en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on parle d'abord avec vous, Didier Sicard, du regard, hein, parce que vous dites par rapport à cette attitude à voir ou ce positionnement à voir ces maladies-là d'une manière très anxiogène, vous dites, alors je vous cite, j'espère ne pas vous... Il y a un cadre de pensée automatique en France et sans doute en Europe qui angoisse la société par une vision unique. Pour voir, l'important est de changer de vision, de regard, donc sur ce sujet-là. Oui, tout
à fait. Au fond, notre société est une société angoissée. Mais alors, parmi son angoisse prioritaire, c'est le vieillissement. Le vieillissement comme une perte. Le vieillissement comme la face noire du vivant, comme la face tragique de l'humanité. Et peut-être que la maladie d'Alzheimer est un signifiant de notre incapacité à accepter notre finitude. Et qu'on est quand même très étonné de voir que cette pathologie, certes plus importante dans les pays développés, parce que la longévité de la vie, effectivement, est plus grande que dans les pays dits émergents, mais dans les facteurs de risque de l'Alzheimer, le paradoxe, c'est que probablement le plus grand facteur de risque, non pas de la survenue, mais de l'aggravation de la maladie, c'est le regard des autres. Le regard de la société intolérant, un regard qui est fait de stéréotypes, avec toujours les personnes les moins concernées qui parlent le plus, les médias qui dramatisent toujours la question, ou alors dans les familles, quelquefois, le déni paradoxal, c'est-à-dire mais non, ce n'est rien du tout. Alors que la vraie question, c'est de l'affronter non pas avec une vision compassionnelle, charitable, humaniste, simplement de penser que la personne est bien au-delà de la réduction à l'état de démence. Et on s'aperçoit que les pays du Nord, la Belgique par exemple, a fait un effort considérable pour changer le cadre du regard, en disant, et c'est peut-être là où je m'adresserai à Hervé Schneeweiss pour avoir son avis, sur la dualité corps-esprit qui apparaît comme une évidence. Il y a le cerveau, puis il y a le reste du corps qui nous sert à manger, à nous promener, au fond. Alors que, en fait, le corps est unique et que l'émotion, la capacité d'empathie, la capacité de toucher quelqu'un, la capacité de l'aimer, permet, au fond, au cerveau de continuer à maintenir ses connexions. Le cerveau, ce n'est pas simplement une machine déconnectée du corps. Et on aperçoit de plus en plus que le corps lui-même fait le cerveau autant que le cerveau contrôle le corps. Et cette unité qui fait que on est quand même très frappé. Mon ami Jean-Claude Amezen avait fait un très beau livre qui s'appelait « Les couleurs de l'oubli » en demandant à des personnes réputées ou même certainement atteintes de la maladie d'Alzheimer, en leur donnant un peu de peinture, et il faisait des tableaux, des aquarelles, des peintures largement supérieures à tout ce que nous, apparemment encore en état de non-Alzheimer, peut-être que nous l'aurons ultérieurement, et montrait la beauté étrange de la liberté. Et je trouve que ce regard social fait de stéréotypes qui toujours présente cette situation comme une tragédie. Il est vrai que pour un certain nombre de familles, à la phase ultime, c'est particulièrement dur, éprouvant, de ne pas être reconnu par son père, par sa mère, qu'il y a quelque part une violence dans la relation. Mais si on est capable d'anticiper, si on est capable d'aimer la personne, de l'aider, de ne pas l'angoisser, car au fond, peut-être la plus grande vérité de l'Alzheimer, dans sa partie débutante ou même débutante moyenne, c'est l'angoisse. Vous êtes vous-même ici, on vous transporte en Chine brutalement, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas comment marche la douche, et vous êtes perdu, vous êtes angoissé parce que vous ne savez pas très bien si les personnes que vous allez rencontrer vous veulent du mal ou du bien. La personne en état d'Alzheimer, elle n'a plus de repères. Le problème, c'est de lui constituer un environnement sécurisant. Il n'y a rien de plus angoissant que de perdre le sens du temps, perdre le sens de l'espace. Et cette angoisse, elle a besoin d'être compensée par le regard de l'autre, et pas un regard qui est un regard de fureur en disant « mais c'est insupportable, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut partir en EHPAD ». Et la conséquence, c'est partir en EHPAD qui aggrave nécessairement toujours la question. Et les Scandinaves, les pays du Nord ont résolu, sinon le traitement, ils ont résolu le respect de la personne en remettant les personnes qui ont atteint d'Alzheimer par petites unités de 4 ou 5 personnes au centre-ville, place Kléber, non pas à 45 km dans un village complètement perdu sans transport en commun. C'est cette capacité d'une société à accepter la maladie d'Alzheimer, non pas comme une démence redoutée qui va nous exclure de l'humanité, mais comme une humanité qui nous est familière, qui fait que la personne, elle ne peut pas être réduite à sa démence. Et je trouve que cette sollicitation en France est beaucoup moins grande que dans les autres pays européens qui ont réussi à constituer
une sorte de relation de confiance, car plus la personne est angoissée, perdue, désorientée, plus on a besoin de la toucher, on a besoin de lui faire entendre de la musique, on a besoin de la réconforter. Elle est perdue et il faut doucement s'approcher d'elle et ne pas la brusquer en disant que c'est insupportable et qu'il faudrait qu'elle parte. Au fond, le regard social fait la gravité de la maladie d'Alzheimer, plus que la maladie d'Alzheimer. Je ne nie pas que dans des formes assez insupportables, mais qui, au fond, un texte de Ruskin qui disait qu'un être qui bave, qui perd ses selles, qui perd ses urines, qui crie la nuit, qui ne mange pas, qui est un être à lequel la relation, eh bien, c'est le nouveau-né pendant les 3 premiers mois. Et que l'attention que l'on a à ce nouveau-né, parce que ce nouveau-né est porteur d'espoir. Et que ce qui est dramatique dans l'Alzheimer, c'est l'absence d'espérance. L'espérance, pourtant, c'est qu'on peut retarder, on peut maintenir à domicile si on aime les gens. Alors, aimer les gens, c'est pas très facile. C'est pas un discours caritatif ou un discours mystique ou un discours religieux. Simplement penser que la personne est en perdition. Et quand quelqu'un est en perdition, on l'aide. On ne le renvoie pas. On ne l'exclut pas. Et c'est cette capacité d'une société à aider ces personnes à une phase la plus longue possible, qui peut durer quelquefois 4, 5, 8 ans, bon, c'est vrai, pas 20 ans, me paraît être un enjeu majeur de notre société, plus qu'un enjeu simplement éthique. Et que la recherche, et c'est peut-être encore un autre paradoxe, c'est que la recherche, elle a besoin aussi de dramatiser les situations et de donner toujours des éléments d'inquiétude parce que l'argent doit affluer pour la recherche et c'est nécessaire. Est-ce que je pense que la recherche, elle devrait être aussi sur comment aider les aidants, parce qu'une famille complètement trappée dans cette relation avec cette personne atteinte d'Alzheimer a besoin d'être aidée par la société, aidée par les autres et non pas renvoyée à tel ou tel environnement tout à fait sans relation humaine. Pour ça que je plaide beaucoup pour que le regard sur la maladie d'Alzheimer ne soit pas un regard d'exclusion, un regard de panique, au fond un regard d'espérance. Et le paradoxe, c'est que l'espérance ne s'annule pas par la fin de vie. Oui, mais alors, pour le moment, dans les politiques publiques, dans ce que nous voyons, me semble-t-il, mis en place autour de cette maladie, on est loin d'inclure ces personnes. On est plutôt dans une démarche d'exclusion, toujours. Oui, mais ça c'est la France. Nous sommes à des années-lumière de ce que font d'autres pays qui ont réussi à réintégrer au sein de la société. Et on s'aperçoit que vous mettez 5 personnes atteintes d'Alzheimer, quel que soit le stade. Vous les mettez dans un petit environnement avec 1, 2 personnes qui sont là. Eh bien, la maladie va se stabiliser, les personnes vont être heureuses, elles vont sourire, elles vont garder une capacité relationnelle minimale. Vous mettez 1200 Alzheimer comme à l'hôpital, les grands hôpitaux de la région parisienne, ou des EHPAD où il y a 200 personnes, 150 personnes, 90% porteuses d'Alzheimer. Eh bien, les infirmières, les médecins sont impuissants à instruire cette relation sociale quotidienne. Et par conséquent, c'est la rapidité du gouffre qui arrive, avec d'ailleurs cette presque ambiguïté française de se dire il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que l'Alzheimer s'est vécu comme une mort blanche. Il ne faut pas que la mort sociale, il ne faut pas qu'au fond, ces Alzheimer encombrent la société, ça coûte cher, et on finit par avoir un sentiment d'inutilité du soin, alors que ces personnes ont eu une histoire, elles demeurent dans notre humanité, et elles ont... Je pense que toute personne humaine en situation de détresse, dans la mesure où elle peut le faire, elle sollicite de notre part un regard bienveillant, un regard de sollicitude, et pas un regard de débarrasser, quelle que soit la façon dont s'en débarrasser. Et je pense que d'autres pays ont pris d'autres positions et nous démontrent qu'on peut réintégrer ces malades durant une grande partie de leur vie au sein même de la société. Et que nous ne sommes pas le pays modèle pour l'inclusion. Nous sommes plutôt un pays modèle pour l'exclusion, que ce soit les enfants atteints de maladies de handicap psychique. Pourquoi les enfants autistes vont en Belgique? C'est quand même très troublant. Nous ne sommes pas un pays d'accueil dans ce domaine. Et que l'Alzheimer est peut-être alors l'acuité, l'émergence de notre angoisse de se dire le vieillissement c'est une perte et ces Alzheimer nous font peur, alors que je suis persuadé, je terminerai sur peut-être
une pirouette qui peut vous paraître un peu étonnante, mais je pense que nous sommes dans une société en voie d'alzheimerisation. Non pas d'augmentation de l'Alzheimer, mais nous sommes dans une société obsédée par le présent, par les réseaux sociaux, le téléphone portable. Il faut que, entre 15h20 et 15h30, nous répondions à la sollicitude ou à la sollicitation de la société. Au fond, le passé disparaît, le futur, on ne sait pas très bien ce qui va. Il faut vivre dans le présent seul compte. Eh bien, l'Alzheimer, c'est quoi? C'est que le présent seul compte, pas de passé, pas de futur. Et je pense que notre angoisse, peut-être inconsciente, de l'Alzheimer, c'est de se dire, et les autres démences vasculaires, je les mets dans le même groupe, peut-être que cette angoisse, c'est la perception inconsciente que nous avons d'être obsédés par notre présent et de ne pas avoir de référence au passé pour reconstruire un futur. Comme si le futur était tellement angoissant qu'il valait mieux se concentrer sur hic et non, aujourd'hui, ce que nous faisons. Et que peut-être c'est un peu excessif mon raisonnement, mais je me dis que nous avons une relation au temps qui, globalement, peut-être mime ces relations individuelles au temps que les Alzheimer finissent par éprouver dans ce moment incompréhensible pour les autres, où on n'est pas reconnu, où son appartement apparaît comme étranger, où sa fille est devenue sa cousine, avec cette référence qui me semble témoigner, et j'arrêterai, d'une angoisse, c'est le mot maman. Que ce soit une femme ou un homme, on est quand même très étrange que la fille devienne maman. Comme s'il y avait une sorte de volonté de retour à la mère pour cette angoisse de l'existence qui fait que la seule protection, c'est la mère. Et je crois que ce mot maman dont tout le monde se moque, quand c'est une femme de 90 ans, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est complètement démente, simplement témoigne dans son fonctionnement d'une angoisse existentielle. Oui, d'ailleurs, par rapport à la perte de repères aussi, tous ceux qui ont une personne atteinte d'Alzheimer dans leur entourage ont peut-être déjà entendu cette personne dire à maintes reprises « je suis paumée ». Elles le disent. Grégoire Motel, c'est de ces sujets finalement sur lesquels vous travaillez, vous, toute cette notion de la question de la disponibilité pour l'autre, hein, la question du temps d'être à autrui. Mais ça, tout en l'étudiant également dans les milieux hospitaliers. Oui, alors en écho à ce que vient de dire Didier Sicard, qui m'offre une belle transition, j'ai souvent envie de dire que si le monde était directement en prise avec les propos qui viennent d'être tenus, on serait dans une société effectivement peut-être plus nordique, peut-être plus équilibrée, peut-être plus juste. Dans un débat citoyen, je pense que la réalité est de dire qu'au-delà des intentions affichées et des bonnes résolutions, il y a quand même un certain décalage qu'on vit tous. Donc moi j'ai la chance d'animer une consultation pour des personnes particulièrement vulnérables dans un hôpital où il y a de la gériatrie. Et quand on a ouvert cette consultation, au début on m'a dit tu auras des gens de l'extérieur qui ont des difficultés d'accès aux soins. Et puis très rapidement on a vu arriver à cette consultation les aidants justement. Les aidants qui sont effectivement en perte de repères qu'évoquait Didier Sicard, qui sont surtout en perte même d'accompagnement, parce que c'est aussi un second défi, c'est-à-dire il faut que celui qui soit malade soit aidé, mais il faut que celui qui aide soit également aidé. Donc on pourrait décliner à l'infini, mais il y a incontestablement un débat à avoir sur ce qui a pu être appelé avec beaucoup d'intention, par exemple l'aidant naturel. L'aidant naturel, c'est une chose qui interpelle beaucoup ceux qui travaillent, et le groupe de recherche que j'anime actuellement travaille beaucoup sur cette question-là, puisque tout le monde ne peut pas, ou ne souhaite pas, ou ne veut pas être aidant naturel. Parce que ça renvoie à la question de suis-je capable, vais-je me mettre en danger? Et donc du coup, ça renvoie à la question aussi de l'aidant professionnel. Et un des grands enjeux du système de santé là, qui va se dégager dans les années à venir, c'est de savoir si on fait le choix d'un système qui, sur un mode de pensée très tourné vers la famille, vers des valeurs que je qualifierais d'individuelles, cherche les aides dans le giron et dans l'histoire du patient, et où ces aides doivent-elles venir de la collectivité. Bien sûr, c'est au sein d'une articulation entre ces deux choses qu'il va falloir construire les enjeux. Mais pour être sur le choix de ce qu'on pourrait appeler l'éthique politique, incontestablement, vous voyez que ça renvoie aussi à un débat que vous avez tous entendu dans les médias, de la question budgétaire disponible et de la question des choix de société, de l'enveloppe financière qu'on va pouvoir dédier à la question de la dépendance.
J'ai eu la chance d'animer ce qu'on appelle les états généraux des aidants à la Villette, il y a maintenant 3 ans et demi, et était ressorti d'une étude auprès de 2600 aidants, une volonté très forte d'être plutôt dans une relation d'aide venant du collectif, c'est-à-dire professionnel, et la famille venant en appui. Et les gens redoutant l'inversion du dispositif, c'est-à-dire de dire ce serait nous qui serions en premier lien et on aurait, bon gré mal gré en fonction de ce qui reste, une aide professionnelle. Pourquoi ceci est important? Parce que dans l'aide professionnelle, il y a aussi des éléments très pragmatiques qui sont des soins du corps qui peuvent être difficiles, qui peuvent être gênants par rapport à la question de l'intimité. Il y a aussi, voilà, il faut le dire, hein, des lésions cutanées, il y a aussi des choses qui peuvent apparaître comme très difficiles à prendre en charge par un proche aimant. Et la relation d'aide de l'aimant devrait être plutôt réservée à la question de l'amour, de la tendresse, de l'accompagnement psychique, du projet, du film qu'on regarde ensemble. Vous voyez qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle l'aide. Alors je suis d'accord qu'il y a le corps et l'esprit qui sont indissociables l'un de l'autre, mais justement ça renvoie à cette question-là. S'occuper de l'esprit et de la dimension psychique d'une personne en perte de dépendance, c'est pas la même chose que de s'occuper de son corps, de son alimentation, du fait qu'elle fasse sous elle tous les jours dans un lit à la maison. Oui, alors justement, juste avant de poursuivre, Grégoire Moutel, justement, parce que quand on est face à une situation, à une personne en situation de dépendance, on peut même se retrouver, même si l'on a envie de l'aider, dépassé, y compris en termes de compétences, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on ne sait pas réagir, on ne sait pas ce qu'il faut faire. La famille peut se retrouver complètement démunie. Alors, il y a des données assez factuelles hein, là-dessus, tant dans le cadre du plan Alzheimer que dans l'enquête plus large qu'on a menée sur les personnes âgées dépendantes, qui montrent que vous avez un bon 40%, hein, le chiffre n'est pas exact, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais un bon 40% de personnes qui effectivement se sentent en situation de vulnérabilité et qui de facto sont en situation de vulnérabilité. Je pourrais vous donner 3 exemples, qui est la perte de revenus réels que l'on doit consentir parce que dans son monde du travail, si on a une personne à aider, ce n'est pas nous qui allons prendre les heures supplémentaires, c'est voire moi-même qui vais décider de mettre à temps partiel pour aider un proche. Donc il y a la question de la perte salariale, de la perte financière, et c'est important de le dire, qui va impacter sur la question de la retraite plus tard. Parce que quand on est aidant, c'est rarement 6 mois. Dans les pathologies qu'on évoque, c'est des fois plusieurs années, voire dizaines d'années. Et donc il y a quelque chose à penser en termes de solidarité nationale sur la compensation de cette aide financière. Il y a le deuxième volet, je passerai très rapidement parce qu'il va de soi, qui est la souffrance psychique. Ça a été évoqué quand il y a des problèmes de personnification autour de la personne aidante, qu'on se fait appeler par un autre nom que celui qu'on est. Certes, on peut être armé psychiquement pour dire oui, il faut relativiser, c'est la maladie, mais en pratique, c'est éminemment violent pour les personnes. Donc la question de l'accompagnement psychique est importante. Et troisième point qui m'intéresse plus et qui croise avec un groupe de travail qui est au niveau de l'Institut national du cancer, c'est par exemple le renoncement à des éléments de santé pour cet aidant qui, s'occupant de l'autre, renonce à sa propre santé. Et par exemple, si vous prenez un indicateur qui est simple, qui est le dépistage des cancers du sein, il a pu être montré que chez les femmes qui étaient en situation d'aide dans la tranche d'âge 50-74 ans, eh bien, parce qu'elles étaient accaparées par l'aide, elles renonçaient ou elles oubliaient ou elles mettaient en seconde priorité le dépistage de leur cancer, avec un risque à terme. Ça fait écho peut-être aux comorbidités qu'évoquait, mais ça c'est des comorbidités de l'aidant du coup. Voilà, donc il y a 3 niveaux de retentissement assez clairs. Et tout à l'heure, Hervé évoquait la question d'une politique de santé publique. On voit bien que ces 3 dimensions doivent être intégrées à l'avenir dans les enjeux de santé publique. Et donc voilà, pour moi, le binôme aidant-aidé, c'est un espèce de conglomérat affectif qu'il faut défendre, dont il faut connaître la sensibilité, mais qu'il faut aider en termes de soutien économique et psychologique. Alors j'aimerais bien qu'on écoute après Hervé sur les politiques de santé publique, mais avant ça, Grégoire Moutel, quand vous nous dites que les aidants donc, sont là, et, donc souvent c'est des proches de la famille, leur entourage, et alors il y a à la fois les aidants, leur activité qui n'est pas rémunérée, qui n'est pas valorisée. Il y a aussi notre attitude à tous de demande d'une aide collective. En plus, à un moment où il y a de plus en plus de coupes budgétaires. Cela dit, les aidants financent d'une manière indirecte, sont dans une démarche de solidarité collective également, puisqu'eux-mêmes font des efforts pour être aidants de leurs proches. Est-ce que c'est valorisé, ça? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce que c'est pris en compte? Je pense qu'il y a 2 niveaux dans la valorisation. Il y a la question de la reconnaissance qui vous posez. Je pense que les journées comme aujourd'hui y contribuent. C'est insuffisamment reconnu. Par exemple, la notion du sacrifice financier sur les revenus ou même du sacrifice réel. Je veux dire, des gens qui sortent de l'argent de leur poche
pour aider à payer une partie des soins ou de l'alimentation, de l'aménagement du logement du proche. Donc il y a cette question de la reconnaissance qui est collective et que je trouve qui est importante à porter, mais pour ne pas être dans l'angélisme, vous savez qu'il y a un plan sur la dépendance qui se discute à nouveau, je pense qu'il devra y avoir une reconnaissance collective. Quand je vous disais par exemple la reconnaissance par les droits à la retraite, on pourrait très bien imaginer qu'au même titre que quand on s'occupe d'un enfant en situation de handicap, on élargisse le concept d'aidant à l'ensemble de la population et qu'on dise si vous avez aidé un proche pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas de raison que vous soyez pénalisé par la retraite. Le drame, c'est que tout ceci rencontre les contraintes économiques actuelles. Et juste pour que vous ayez un chiffre, ça vous montre qu'on peut jongler à coups de milliards assez facilement dans un pays, surtout quand les experts ne sont pas d'accord. Mais on dit entre 5 et 12 milliards, la question de la dépendance. Vous voyez déjà qu'entre 5 et 12, on a l'impression qu'un milliard de plus ou un milliard de moins, c'est pas énorme. Mais on est aussi sur, je ne vais pas citer un grand homme politique qui était le général de Gaulle, qui disait que le drame des Français, c'est qu'ils veulent tout de l'État, mais qu'ils ne sont pas toujours d'accord pour tout donner à l'État. Mais c'est un des paradoxes quand même qu'il faut souligner. Vous savez que les gens disent on veut payer moins d'impôts, moins de contributions sociales. Moi, j'entends tous les jours ça, certains repas de famille le dimanche chez moi. Et puis dans le même temps, la phrase d'après, mais il faut que l'État aide. Donc voilà, juste pour lancer un peu le débat, c'est incontestement un enjeu de société. Juste pour rajouter que si c'est pas ça l'enjeu de société, ça veut dire qu'on va vers l'assurance privée, comme dans certains pays, et que si on est assurance privée, on est dans un tout autre système de valeurs, où c'est plus la solidarité collective, où on va vers forcément un renforcement des inégalités sociales, et c'est celui qui aurait pris la meilleure assurance privée, qui aurait les meilleures prestations d'aide quand il serait en situation de dépendance. Donc il y a un modèle, voilà, qui est aussi un modèle d'ordre d'éthique collective à réfléchir. On tâtonne encore. Je crois que oui, Didier Sicard voulait intervenir. Simplement, ce que certaines sociétés, toujours du nord de l'Europe, qui sont quelquefois un petit peu en avance, ont salarié les aidants, salarié un membre de la famille, et ils se sont aperçus que cela fait faire des économies pour l'accueil dans les structures publiques, cela permettait de les reculer, et que c'était économiquement rentable. Et que alors là, il y a peut-être une période de transition, mais l'aidant, il est celui, au fond, qui donne son temps, et ce n'est pas parce qu'il est de la famille qu'il doit être abandonné des autres et qu'à ce moment-là, la société le paye pour que la société soit protégée, au fond, du recours excessif à des structures publiques qui finissent par être extrêmement coûteuses, beaucoup plus coûteuses que des salariats individualisés. Hervé. Alors déjà, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais essayer de repartir sur, au fond, les neurosciences, ce qu'on sait du cerveau et comment est-ce qu'on peut redire ou en tout cas réinterpréter ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on peut prendre le problème dans tous les sens. On n'échappera pas au fait qu'aujourd'hui, certaines maladies, et la démence en est une, le moment de l'annonce, comme le moment de l'annonce d'un cancer, c'est une tragédie parce que c'est une rupture dans la vie de l'individu. Il y a un avant et un après l'annonce du diagnostic. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est extrêmement important qu'il y ait maintenant des structures mises en place pour essayer de faire ce diagnostic, ce qui n'est pas la démence. Il y a des gens qui se plaignent et qui ne sont pas, même s'ils sont âgés, en train de faire une démence. Et puis, la mise en place de quelque chose. Mais il y a une tragédie. La tragédie, ça a déjà été dit, c'est la perte du repère. Alors, notre cerveau est en fait une machine qui passe son temps enfin c'est pas une machine, c'est un organe magnifique, qui passe son temps à anticiper et qui passe son temps à détecter l'intention de l'autre. Un cerveau isolé n'existe pas. On est toujours dans l'interaction avec l'autre. Et tout d'un coup, dans la démence, les repères, la capacité de prédire d'une façon assez simple ce qui va arriver dans les secondes qui viennent, est tout d'un coup perdu. Et ça, il faut trouver un moyen de faire avec ou de compenser. De façon extrêmement intéressante, Emmanuel Hirsch, dans le cadre du programme national Distal, a fait faire un sondage il y a 6 mois en demandant, dans le contexte d'un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer possible, est-ce que vous souhaiteriez plutôt savoir ou ne pas savoir ? Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen réel d'intervention sur la maladie. On a dit qu'il y a une intervention sur les comorbidités, une intervention sur la rapidité d'évolution de la maladie, mais sur la maladie elle-même, il n'y a pas moyen de le savoir.
Et une écrasante majorité des gens, puisque c'était de l'ordre de 72%, ont dit vouloir savoir. Et donc ça montre bien que, au fond, on est dans ce cerveau qui anticipe, et qui anticipe avant la maladie, qui anticipe à bon escient, puisque au fond, savoir, c'est au moment où la démence est encore extrêmement légère, voire minime, ce qui va durer quelques années, c'est le seul moyen d'être capable d'exercer son autonomie, d'être réellement capable de faire quelque chose pour soi-même, être réellement capable de mettre en place quelque chose pour soi et pour les aidants, la prise en charge de la famille, l'apprentissage de la famille. Aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y ait des écoles de la maladie pour entourer le malade, c'est vrai dans le domaine du cancer, ça devient vrai ou ça devrait être vrai dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Ces écoles ont existé depuis maintenant 30 ans dans le domaine de maladies métaboliques comme le diabète. On a pris les gens à l'hôpital pour leur apprendre à vivre leur maladie ou pour apprendre à la famille à vivre la maladie avec le patient. Donc on est dans une nécessité de prendre en considération. Et puis, il faut aussi réaliser que la désorientation temporospatiale ne résume pas la maladie, ne résume pas l'individu, excusez-moi. Par exemple, les patients atteints de maladie d'Alzheimer peuvent apprendre à chanter une nouvelle chanson. Ils n'apprendront jamais les paroles parce que cette région du cerveau est tellement endommagée que les paroles peuvent être apprises un jour et seront oubliées le lendemain. Mais la musique, elle restera. Donc, ces personnes, même si certaines capacités cognitives sont altérées, maintiennent d'autres capacités cognitives. Et encore une fois, tout ça est très lent. Donc, il faut qu'il y ait réellement une prise en charge. Je crois que Didier Sicard a déjà dit que une maladie affecte une personne, mais elle ne résume pas une personne. Trop souvent, on entend c'est un Parkinson, ou c'est un cancer, ou c'est... Non, enfin, les individus sont bien d'autres choses. Et peut-être devons-nous, sur le plan éthique, nous poser la question, je ne sais pas si notre société est alzheimerisée, en tout cas, elle est hyper spécialisée, et on passe son temps à déléguer à des spécialistes ce que nous pourrions faire. Le cas classique, et je l'emprunte il y a des années à Edgar Morin, c'est il fut un temps où quelqu'un tombait dans la rue, on se précipitait pour l'aider et le secourir. Aujourd'hui, quelqu'un s'écroule dans la rue, on appelle le SAMU, parce qu'il y a un service spécialisé, et même il pourrait y avoir éventuellement des poursuites judiciaires si on ne fait pas les bons gestes d'urgence au bon moment. Donc, on a des spécialistes pour le faire, on fait appel aux spécialistes. Peut-être est-il temps de se poser la question, encore une fois éthique, du rapport à l'autre, et donc de prendre en charge soi-même, de venir en secours à une personne qui tombe dans la rue, mais de venir aussi en secours à une personne qui tombe dans la maladie, et encore une fois, très longtemps, à un stade léger de la maladie. Didier Sicard. Oui, la question de l'anticipation est cruciale. Qui dans cette salle n'a jamais perdu ses clés ou perdu ses lunettes pendant quelques minutes, voire une heure? Qui n'a pas perdu un papier? Quand on est tatoué maladie d'Alzheimer par une IRM, quand on est tatoué maladie d'Alzheimer par une évaluation cognitive de sa mémoire, à ce moment-là, perdre ses lunettes prend une toute autre signification. Et la famille est angoissée en disant « oui, mais il perd toujours ses lunettes, c'est la maladie qui s'aggrave ». Et ce simple fait de protester contre le fait qu'on perde ses lunettes est très angoissant. Et l'angoisse suscite l'oubli. Chacun a éprouvé le fait que lorsque, dans un examen, on est pressé par le temps, on est agressé par les autres, un examinateur, on perd tous ses moyens. Eh bien, l'Alzheimer, anticipant quand il est en situation de début de la maladie, risque de se retrouver devant une intolérance, une impatience des autres. D'où, je pense que l'anticipation n'a de sens que si la société est généreuse. Car une anticipation avec une société dans l'état actuel, qui est très angoissée elle-même, me paraît quelque chose qui risque paradoxalement d'aggraver la situation. Oui, on pourra en débattre encore tout à l'heure. Il nous reste à peu près 5 minutes ici sur le plateau. Après, on passera la parole bien évidemment à la salle parce que
je pense que vous avez beaucoup de questions et vous avez certainement envie d'apporter aussi des éclairages et des témoignages. Mais juste avant, j'aimerais bien avec vous, Grégoire Moutel, aller sur une réflexion que vous avez introduite à travers vos travaux et le test que vous nous avez envoyé au Forum de bioéthique, qui sera d'ailleurs sur le site internet, lorsque vous dites, alors là je le dis avec mes mots, lorsque vous dites que toute cette problématique de l'Alzheimer, des aidants, finalement, pose aussi la question de la compétence du médecin et de la médecine. Alors, je vais vous lire, en espérant ne pas trop déformer ce que vous souhaitiez dire. Alors, ainsi, la médecine ne peut plus apparaître comme un moyen de recomposer un corps dont la représentation serait mécanique, du type homme-machine, mais désormais comme une pratique sociale qui prend en compte l'humanité même, incarnée dans une attitude de respect de la personne humaine, dans ses spécificités identitaires. Des fois, quand il est tard, on écrit des choses comme ça. Et puis après, on s'endort. Et en plus, elles seront publiées sur Internet. Non, alors. Mais de manière plus pragmatique, je pense que cette phrase résume assez bien ce qui a été dit par mes collègues autour de la table. En fait, là aussi, je prends ma casquette de celui qui aime à former les plus jeunes. Et puis moi, je fais partie de la génération qui a été élève de Didier Sicard, donc les aînés nous l'ont aussi appris. Et je le dis avec beaucoup de respect vis-à-vis d'Hervé, qui aussi essaye de faire ce lien, ce grand pont entre finalement ce qui va être de la haute science, et que je qualifie d'innovation technologique et scientifique, qui est indispensable, parce que tout progrès scientifique un jour va concourir à l'amélioration de nos patients, mais ne pas oublier finalement ce qu'on va appeler, ce que j'appelle moi souvent l'innovation sociale. Mais dans le social, trop rapidement, la médecine s'est un peu désengagée. C'est-à-dire que Hervé disait que tout à l'heure, on déléguait un peu au SAMU, mais dans certains services, on a vu aussi de temps en temps, quand c'était un problème psy, on envoyait au psychologue, et puis du coup, certains médecins, peut-être moi le premier, et puis certains soignants se désengageaient, comme si voilà, on mettait ça ailleurs. Et puis quand c'était social, alors là, c'était l'assistante sociale. Et on est arrivé à des clivages de prise en charge qui montrent aujourd'hui, et ça c'est démontré, que c'est totalement néfaste. Par exemple, quelque chose qui fonctionne très bien dans les services et dans les réseaux de prise en charge, parce que c'est hors les murs de l'hôpital aussi, c'est quand tout ça est réintégré. Quand par exemple, une personne aidée, une personne aidante savent qu'à un temps T, ils vont rencontrer le médecin, l'assistante sociale, le psychologue, et qu'il y a une pluridisciplinarité de prise en charge qui s'intègre réellement, et qu'on n'est pas dans le morcellement. Et alors, d'un point de vue plus institutionnel, et là forcément mon propos est parfois un peu polémique, il faut s'interroger sur comment doivent évoluer nos établissements hospitaliers, y compris en termes de valorisation d'activité. Moi, je suis un grand défenseur du progrès scientifique, mais incontestablement, on doit reconnaître que, ça fait lien aussi avec la médecine palliative, dont on débattra peut-être à un autre moment, l'accompagnement, la dépendance ne sont pas les éléments fondamentalement valorisés dans certains modes de gestion hospitalière. Voilà, bon, je suis un peu hospitalo-centré, et si on élargissait à notre système de santé, il n'est pas certain, voilà, que ces modes d'accompagnement soient valorisés. Je vous donne un exemple, même que j'ai partagé avec la présidence de l'AFM et des gens qui travaillent autour du Téléthon. Ils en sont eux-mêmes conscients. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a laissé croire au public que l'investissement purement scientifique serait la réponse. Et ce matin, on a eu à Kléber des gens qui nous disent « mais avant qu'on ait des réponses, il faudra 30 ans, 40 ans, 50 ans, même certains ont dit 100 ans, je crois, ce matin. » Et entre-temps, la vraie question est qu'est-ce qu'on fait, finalement? Donc voilà, c'était ça le sens du propos, c'est de ne pas oublier que cette question de la relation d'aide, mais c'est presque une évidence de le dire, devait être reconnue aussi comme une priorité d'investissement public. Je ne sais pas si ça traduit ma phrase correctement. Et puis, dernier petit point, ça a été dit par Hervé, je pense qu'à travers les aidants, ce sont des êtres d'une formidable ressource intellectuelle. Ça aussi, le savoir ne vient pas que de la médecine. Souvent, on est étonné de voir comment les aidants développent des expertises de prise en charge et de compétences. Et là aussi, nos collègues québécois et nord-américains sont assez forts là-dedans. C'est valoriser les savoirs et les créations de modes de prise en charge qui viennent de la société et non pas forcément des professionnels. Et c'est l'articulation de ces savoirs avec les savoirs plus scientifiques qui font le progrès. Alors, vous souhaitez prendre parole avant que je la passe à la salle? Vous avez certainement envie de dire quelque chose, d'apporter votre avis, votre point de vue, une question? Moi, je trouve que c'est très intéressant le côté un peu social comme ça et familial, parce que c'est vrai que... Près du micro, s'il vous plaît. Personnellement, j'ai déjà connu dans ma famille ce genre de maladie, et c'est vrai que là, de voir un aspect un peu plus professionnel du traitement et de la prise en charge et du côté aussi de la société, c'est assez intéressant. Donc voilà, et... C'est intéressant, ça veut dire que c'est rassurant, ou alors ça explique des choses qu'on ne comprend pas? Disons que ça apporte un autre point de vue sur la perception que je pouvais déjà avoir
sur cette maladie en fait et sur le malade en lui-même. C'est vrai que du coup ça peut apporter une autre vision et c'est en cela que je trouve ça intéressant. On a peut-être pas tout à fait une grille, hein, mais le moyen de mieux lire, peut-être les pertes de mémoire, des choses comme ça. C'est vrai que quand on nous parle de la maladie d'Alzheimer ou d'une démence, on voit directement vers la fin de la maladie dans notre esprit. Et on oublie que c'est une maladie qui a une progression lente et que pendant plusieurs années, les personnes atteintes de ces maladies restent dans une relative bonne santé. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que si on les prend bien en charge, la maladie progressera de plus en plus lentement. Je crois que vos propos ont porté, Didier Sicard, visiblement. Est-ce que vous souhaitez intervenir encore, les uns les autres? Très bien. Alors, avec Israël Nizan, qui est là depuis ce matin, discrètement, hein. Donc on va passer, vous donner le micro pour prendre parole. Hein. J'ai une question pour Monsieur Sicard. Est-ce que vous parlez des EHPAD en disant que c'est pas une bonne solution? Est-ce qu'une solution pour les personnes atteintes de démence, c'est par exemple qu'on les prenne chez nous, ma maman, est-ce que je la prends chez moi? Est-ce que mon père, ou est-ce que c'est une tâche trop difficile parce que vous parlez de les mettre par 4 ou 5 au milieu de la société, mais est-ce qu'une autre solution, c'est aussi de les prendre chez nous, quoi, comme avant Mais bien sûr. Je disais que, au fond, la solution scandinave, c'est 4 ou 5 personnes quand les familles ne veulent plus, ne peuvent plus pour des raisons professionnelles, de déplacement, changement de ville. Mais il est évident que plus on peut garder la personne dans son environnement, plus elle est rassurée, plus elle est délocalisée, plus elle est angoissée, et plus, au fond, ses facultés cognitives sont encore plus amoindries par l'inquiétude d'être dans un environnement dont non seulement elle n'a plus aucun repère, mais cet environnement devient perçu comme hostile. Alors que même si les repères à l'intérieur de la maison disparaissent, il est évident que le sentiment de protection que la personne a en maintenant au domicile, c'est la solution de très très loin la plus privilégiée, tant que c'est possible et tant que la famille elle-même n'est pas mise en danger. Parce que, comme le disait Schneeweiss ou Gawar Moutel, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut imaginer que la famille peut elle-même, dans une situation d'éclatement, il ne faut pas non plus qu'on mette en danger l'environnement proche. Mais votre solution est effectivement de très très loin la meilleure. Alors, madame, si vous voulez bien vous mettre juste debout qu'on vous voit. Merci. Non ? Bonjour. J'avais une petite question qui je pense est très importante pour l'avenir. Mon père a été hospitalisé donc pour une maladie de Maslow, dont une des conséquences est la confusion. Et en fait, à l'hôpital, donc hôpital public, on ne soigne pratiquement plus qu'en suivant un protocole. Ce qui est vrai, très déshumanisant parce que mon père, ayant plus de 82 ans, donc on l'a mis dans le protocole des plus de 82 ans, confus, donc forcément il a ou une démence sénile ou Alzheimer. Et en fait, on l'a soigné avec des psychotropes et des neuroleptiques. Et suite à ça, même après être rentré à la maison, il a gardé des problèmes. Il a été très choqué et encore aujourd'hui, il est très choqué. Et je voudrais savoir si on a déjà jugé de l'effet et des méfaits de ce genre de thérapie, de médicaments, parce que j'ai du mal à appeler ça des médicaments, sur l'effet sur le cerveau des personnes notamment âgées. Voilà, parce qu'il y va de notre avenir. Et moi, personnellement, j'aimerais pas être traitée avec ce genre de produits chimiques. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre? Hervé? Non? Didier Sicard, qui veut répondre? Je crois qu'il est impossible de parler d'un cas individuel. Par contre, si vous soulevez la question plus générale, des conditions dans lesquelles un certain nombre de médicaments voient leur efficacité démontrée, effectivement, il y a des progrès à faire, car
on sait très bien aujourd'hui que sur l'enfant, les médicaments sont très peu évalués et on est en train de commencer à faire des progrès. C'est également le cas sur certaines catégories de femmes, en particulier les femmes enceintes. C'est également le cas, même si on essaye de prendre en compte les cinétiques des médicaments, pour les sujets âgés. Donc il y a beaucoup de travaux de pharmacovigilance et de pharmacocinétique qui sont à développer dans le contexte particulier de la physiologie soit d'un enfant, soit d'une personne âgée. Vous posez une question très intéressante parce que la France est un pays qui résout l'anxiété par les tranquillisants. Nous sommes le pays du monde qui en consomme le plus et que ce n'est probablement pas indifférent aux conséquences dans le futur, même si celles-ci sont toujours très difficiles à évaluer. Mais la maladie de Basedow dont vous parliez peut donner de temps en temps un état confusionnel et qu'effectivement le traitement c'est le traitement de la maladie de Basedow, encore faut-il le reconnaître. Et au fond, il faut que les tranquillisants, les somnifères ne soient utilisés qu'en dernier lieu, mais non pas comme une facilité. Tous les étudiants, autrefois, prenaient avant les examens des amphétamines. Maintenant, ils en prennent moins, mais il suffit qu'on ait un petit moment de passage de stress. Je me souviens, il y a quelques jours, une personne endeuillée et le médecin lui a dit « mais prenez des tranquillisants ». Et je trouve que là, on est dans la confusion parce que la vie, elle est source quelquefois d'angoisse, mais elle n'a pas à être traitée systématiquement par tel ou tel tranquillisant. Juste un dernier petit point de réponse sur votre question, elle rejoint notre problématique. Quand on est face à un patient dans une institution de soins qui a des protocoles automatiques, la dangerosité, c'est de considérer les patients sous le même angle, en permanence, et de dire « à tel trouble », telle pathologie, sans se poser la question de l'étiologie du trouble, ce que vient d'évoquer M. Sicard. Mais derrière, il y a aussi ce qui a été décrit dans beaucoup de littérature et malheureusement sur des analyses de pratiques françaises, qui est ce qu'on appelle la médicalisation ou la psychiatrisation d'un problème social ou d'un problème relationnel. C'est-à-dire que là où la relation et l'accompagnement d'aide devraient être la réponse, c'est le médicament qui est mis au premier rang et c'est un état qui a beaucoup été décrié dans certains services de gériatrie. Mais ça fait écho quand même, je m'excuse d'être un peu long, avec ce qu'on disait tout à l'heure, sur la mise à disposition ou non de personnel ou de compétences au sein des proches qui permet d'éviter cette approche médicamenteuse. Parce que sinon, le patient se trouve dans l'abandon, ce qui n'est pas pire, mais ce qui est une autre alternative, dans l'abandon de prise en charge. Mais le médicament a trop souvent été le recours facile, on va dire. Oui, monsieur. Pardon, madame, on ne vous entend pas. Peut-être qu'il faudra après prolonger la question avec monsieur Hervé Schnevas. Bonjour. Monsieur. Avant tout, merci pour vos interventions respectives. J'avais une question pour monsieur Moutel. Vous parliez de valoriser le savoir et les modes de prise en charge de la société, des malades atteints notamment de la maladie d'Alzheimer. Je voulais savoir si vous aviez des exemples de structures. Vous preniez en exemple, il me semble, des pays du Nord ou le Canada, il me semble. Est-ce que ça existe? Parce que bon, personnellement, en tant que moi-même aidant naturel, je ne peux pas oublier le regard souvent d'impuissance et de compassion des professionnels lorsque nous avons des questions assez pratico-pratiques sur le mode de prise en charge. Et ça me semble une excellente idée, ce partage-là et cette mise en commun des expériences des aidants à travers le monde. Merci. Hervé Schnevas a évoqué tout à l'heure le cas de la diabétologie. Moi, il se trouve que je suis diabéto de formation. Et donc, par écho à ses propos, il a quand même dit, je crois que tu l'as dit Hervé, mais en tout cas je le redis, il a fallu 30 ans. Donc voilà, ce serait quand même ma première élément de réflexion. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, il n'existe pas rien. On a dit que, par exemple, dans l'expérimentation du plan de la maladie d'Alzheimer, il y a deux volets. Un qui est autour d'un très mauvais terme qui s'appelle les case managers, en termes anglo-saxons, qui sont les gestionnaires de cas, ce qui est terrible. En gros, qui est une aide à l'accompagnement de professionnels qui vont être en charge de patients dépendants. Et puis, il y a un volet aide et formation des aidants. Parce qu'incontestablement, on va donner un exemple, l'aidant qui n'est pas préparé à la réaction d'agressivité d'un patient atteint d'Alzheimer réagira mal. Voilà. Et s'il est bien préparé à cette réaction d'agressivité, il réagira mieux. Voilà. Et puis, on va donner un autre exemple dans un autre volet. Si l'aidant n'est pas informé correctement sur ses droits, parce qu'il existe quand même des droits aujourd'hui en France, mais beaucoup de gens n'ont pas recours à leurs droits, en particulier l'aide l'APA, l'aide pour les personnes âgées handicapées en situation de dépendance, voilà, l'aidant souffre. Donc,
un des premières réponses, c'est de ne pas croire qu'en France, il n'existe rien quand même. Hein, on est comme un pays où il existe des choses, mais l'accès au savoir n'est pas encore généralisé. C'est un des enjeux des années à venir. Sur une expérience internationale, moi j'aime bien citer justement le pays d'origine des case managers à Chicago, où il y avait 2 axes de travail. Le premier, et qui renvoie aux propos qui ont été tenus tout à l'heure, c'est décrypter les désirs des patients, travailler sur les désirs. Et chez un patient atteint d'Alzheimer, on a parlé des chansons sans parole, eh bien, il persiste des désirs. Et tous les spécialistes sont d'accord pour dire ça. Et donc, travailler sur des désirs qui sont certes différents de ceux d'une personne qui ne serait pas atteinte de la maladie, mais qui ont beaucoup de sens et beaucoup d'affect. On peut travailler là-dessus. Et deuxièmement, c'est un peu plus compliqué, mais faire émerger des besoins. C'est comme ça que ça s'appelle. Et faire émerger les besoins, c'est plus dans la projection sur des besoins d'ordre alimentaire, affectif. Bon, alors vous allez me dire c'est lié, ces 2 éléments. Bien sûr, c'est lié, mais c'est 2 niveaux de travail quand même bien distincts dans les équipes. Et quand ces 2 travaux sont mis en œuvre, ils peuvent être mis en œuvre par les proches, hein, j'insiste là-dessus. Ça a été dit tout à l'heure, la progressivité de la maladie peut être ralentie. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est en tout cas des ateliers et des chantiers à mettre au travail. Monsieur. Bonjour, ma question sera simple. A-t-on étudié la souffrance de ces malades? C'est une question absolument essentielle. Étudier au sens statistique, je pense que ce n'est pas très facile, mais on s'est rendu compte, par exemple, que des personnes atteintes d'Alzheimer qui criaient, qui perdaient totalement le sommeil, ne recevaient pas les doses d'antalgiques qu'une personne non-Alzheimer aurait reçues. Autrement dit, son incapacité à exprimer un sentiment élaboré de sa souffrance va diminuer les doses éventuellement de morphine qu'on pourrait lui apporter. Et on s'est rendu compte que les malades atteints d'Alzheimer recevaient beaucoup moins d'antalgiques parce qu'elles ne se plaignaient pas en disant « j'ai mal ». Mais leur attitude trahissait la souffrance. Donc c'est une question fondamentale que vous posez, c'est de considérer que la souffrance potentielle de ces personnes, qui peut se traduire par un comportement sans rapport apparent avec la souffrance, traduit en fait une souffrance. Et donc il faut la traiter comme telle, ou en tout cas essayer de donner des médicaments antalgiques chez quelqu'un dont le comportement brutalement est en train de changer. Moi, je voudrais relever que M. Sicard insiste sur le rôle de l'environnement et son rôle protecteur surtout. Mais je me demande, cet environnement, il faut en avoir un, il faut en bénéficier. Tout le monde n'est pas capable, ou n'a pas les moyens de se ménager un environnement protecteur. Alors que M. Schneeweiss dit que il y a un comportement préventif que l'on peut mettre en place, que le malade, est-ce que le malade peut mettre lui-même en place un déroulement protecteur avant la maladie ou pendant la maladie? Est-ce qu'il peut par lui-même essayer de lutter contre cette espèce de dégradation par un comportement approprié? Alors, la question fondamentale, c'est la question de la pente d'aggravation. Hein. Aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas l'origine de la maladie et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de traitement qui permette d'interférer avec ce qui est probablement une anomalie de la biologie d'une protéine qui s'appelle la substance amyloïde dans notre cerveau. Donc, ce qui est possible de faire, aussi bien avant le début de toute démence que lorsque la démence est légère, c'est de faire des exercices intellectuels. Ça veut dire des mots croisés, ça veut dire de lire, ça veut dire une activité cognitive importante. Ça vient du fait qu'il a été montré que plus les gens partaient d'une ressource cognitive haute, et plus lente était la pente d'aggravation, plus douce était la pente d'aggravation. Et qu'au contraire, malheureusement comme une sorte de double peine, les gens ayant une réserve cognitive ou un niveau socio-culturel faible avaient une vitesse d'aggravation de la maladie forte. Ça c'est vrai avant, et c'est même vrai au moment où la démence, pendant plusieurs années encore, reste modérée. Et donc, oui,
de ce point de vue-là, les premières expériences qui semblent remonter du réseau qu'on appelle les CM2R, qui sont les centres chargés des consultations mémoire et de la prise en charge des démences, semblent dire que le fait d'être actif avec les gens qui commencent une démence est bénéfique, en tout cas ralentit le moment d'entrée. Et puis, là encore, il y a EHPAD et EHPAD. C'est vrai qu'il y a malheureusement des établissements, mais apparemment il y a aussi des hôpitaux où les gens ne sont pas soignés à l'optimum de ce qui est possible. Il y a aussi des maisons d'accueil spécialisées dans lesquelles la qualité de l'architecture, la mise en œuvre d'un espace auquel la personne peut s'habituer et repérer, la qualité des soignants peut faire encore que pendant plusieurs mois, années, il y a une qualité de vie préservée. Alors, juste avant de passer la parole là-bas au fond de la salle, Grégoire Mottel, est-ce que vous n'aimeriez pas intervenir sur cette question de l'EHPAD? Car dans votre étude, vous dites que l'attribution, c'est ça, c'est les modalités d'attribution de l'EHPAD, conduit à des effets pervers, pour dire très vite. Peut-être juste pour prolonger un peu la réflexion sur le sujet. Ça croise la question de madame du maintien à domicile. En fait, alors, la question de l'entrée en EHPAD, effectivement, a fait l'objet de plusieurs études. Alors la première, effectivement, je fais lien avec votre question, madame, c'est le pourquoi du transfert du domicile vers les EHPAD. Et on s'aperçoit qu'effectivement, sur l'ensemble du territoire français, les motivations sont très diverses et ne corrèlent pas le niveau d'aggravation de la maladie. Pourquoi? Parce que ça renvoie à la question de la structuration familiale et de la capacité d'accueil des familles. Qui renvoie, je le dis aussi, parce que c'est important de faire des liens dans le débat public, sur la question du prix du mètre carré, surtout pour moi qui viens de Paris. C'est-à-dire que tant qu'on ne réfléchira pas aussi politique du logement, parce que c'est bien en Ile-de-France de dire je veux garder ses parents à domicile, je veux dire que moi j'y suis confronté, il faut quand même quelques mètres carrés supplémentaires. Voilà. Donc il y a déjà ça comme critère d'interrogation, c'est une inégalité d'accès au sein des EHPAD parce qu'il y a une inégalité sociale, par exemple sur le domicile d'origine de la personne ou de ses proches. Donc voilà. Ensuite, deuxième grosse inégalité, mais ça tout le monde l'a à l'esprit, c'est forcément par rapport au sacrifice consenti par le patient lui-même ou ses proches au niveau financier, parce qu'une aide dans notre système de santé est toujours plafonnée, même s'il y a des niveaux d'échelle, il y a toujours des effets de seuil. Et donc il y a des gens qui se trouvent très bien aidés et pour qui l'environnement personnel et familial n'est pas mis en défaut financier, et puis il y a des gens qui se retrouvent en difficulté financière malgré les aides existantes. Voilà. Ceci d'autant plus qu'on est en période de crise économique et qu'il y a des ménages fragilisés. Et puis le troisième point, mais ça a été un peu évoqué, là c'est un peu plus polémique, enfin on a déjà débattu un jour avec M. Sicard, ça a été dit, il n'y a EHPAD et EHPAD. Et quand on regarde un indicateur qui est par exemple l'espérance de vie en EHPAD, et qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui décèdent beaucoup plus rapidement à pathologie égale que d'autres dans d'autres EHPAD, et que certains ont osé, même si politiquement c'est un peu incorrect, corréler ça à la qualité de la prise en charge, au ratio du nombre de personnel accompagnants, etc., et que je trouve qu'il y aurait peut-être des corrélations, vous voyez que je reste prudent parce qu'on est enregistré, néanmoins ça interroge, voilà, ça interroge. Et quand M. Sicard dit le système où il y aurait 5 personnes prises en charge dans une unité restreinte au cœur de Paris, on n'y est pas aujourd'hui. Et que donc la mise en EHPAD, pour le dire un peu brutalement, ça peut être un facteur d'aggravation vers le décès de la personne. Alors qu'on ne connaît pas, là aussi, mais on parlait de souffrance des personnes. Je pense qu'il y a éminemment de souffrance pour une personne que d'être, entre guillemets, mise en EHPAD. Hein, surtout si elle est à 50 km de sa famille. Voilà. Alors, oui, la parole à la salle. Monsieur. Oui, bon. On va vous donner du son, je pense. Bonjour, je m'appelle Emmerich, je viens du lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse. Et j'avais envie de reprendre votre exemple sur la personne qui chute dans la rue. Donc la personne a chuté dans la rue et, admettons, elle est sur le ventre. Une personne lambda va venir pour la retourner. Et malheureusement, on n'avait pas vu que les vertèbres C1 et C2 étaient brisées. En la retournant, la moelle épinière va être atteinte, son cœur va arrêter de battre. Donc la personne qui voulait aider cette personne qui est tombée l'a malheureusement tuée. Un expert se serait rendu compte que cette personne, il y a des techniques pour la retourner. Par exemple, un pompier l'aurait retournée en faisant un maintien-tête. Je voulais juste savoir si pour vous, quand vous avez donné cet exemple, j'avais plutôt l'impression que vous étiez en train de dire que c'était mieux qu'on garde la personne chez nous plutôt que de l'emmener chez des experts, alors que les experts sont justement là, on voit qu'ils ont tout un savoir,
ils savent comment faire pour, par exemple, comment s'occuper de la victime sans justement aggraver son cas. Par exemple, si elle a Alzheimer, justement, est-ce qu'il y a des choses à faire ou d'autres choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, dans ce cas-là, retourner la victime. Et donc, je voulais savoir si votre avis là-dessus, est-ce que c'est mieux de se tourner vers un expert qui, lui, a les connaissances, ou plutôt la garder dans un environnement qu'elle connaît, par exemple chez nous, mais avec des gens qui n'ont pas les connaissances, donc nous-mêmes. Alors, qui veut répondre? Je Didier Sicard, Hervé? Non, mais allez-y. Allez-y, monsieur Sicard, allez-y. Non, très brièvement, je crois que le savoir des aidants dans ce domaine, de savoir ce qu'il faut faire, n'a rien à voir avec la rupture d'une cervicale, et que l'expert, il est capable d'évaluer le degré, éventuellement, de savoir s'il n'y a pas quelque chose de surajouté, une maladie qui sera d'autant plus difficile à diagnostiquer que, là encore, les symptômes auront disparu. Mais dans la vie de tous les jours, le savoir de l'aidant, d'ailleurs, le savoir de la famille, le savoir de ceux qui sont là est 100 fois supérieur à tous les experts auront des idées générales. Mais dans ce domaine, la prudence est que l'expert, justement, cède du savoir de l'aidant. Je voudrais juste ajouter que c'est une curieuse manière de penser à chaque fois que de vouloir opposer systématiquement les choses. Je pense que chacun d'entre nous, nous devons réapprendre à prendre nos responsabilités à la place que nous avons. À la place que nous avons, ça veut dire tantôt en tant que simple citoyen voyant quelqu'un tomber dans la rue, tantôt en tant qu'expert, ce que je suis quand je suis soit à l'hôpital, soit dans mon laboratoire. Donc, il ne s'agit pas de faire ou, de se dégager d'une chose et de la remettre à l'expert, ou au contraire, pour l'expert de se débarrasser sur les aidants. Il s'agit d'essayer de voir comment on peut retisser autour de la personne du lien social avec l'expertise de chacun. Et ce qu'a expliqué Grégoire, c'est qu'il apparaissait aujourd'hui aux experts médecins qu'il y avait à apprendre de l'expertise des aidants. Et comme je l'ai dit, en s'inspirant des maladies métaboliques, il y a pour les aidants à participer à des écoles de formation afin d'être des meilleurs aidants, meilleurs pour la personne à aider et meilleurs pour eux-mêmes. Donc je pense qu'on doit sortir du manichéisme pour revenir dans le respect mutuel et arriver à tisser quelque chose autour de la personne malade. Alors, monsieur, oui. Oui, Pascal Landin, président de À Vivre sa fin de vie. Messieurs, je suis très encouragé de vous entendre parler de l'homme dans sa situation et je me pose une question. Parce que, de toute évidence, vous croyez que l'homme dans son environnement est pris en compte dans son environnement est bien mieux que disloqué dans différents efforts tout à fait louables de l'aider, mais qui, on le voit, ne respectent pas, et Hervé, vous venez de le dire, l'humanité de cet homme. Monsieur Sicard, vous l'avez dit, cet homme dans son environnement vivant. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui une approche cohérente de fin de vie avec tous les acteurs concernés, réunis et réconciliés? Et c'est un peu le point, pour moi, clé, réconciliés vis-à-vis de la fin de vie que nous devons tous, un jour ou l'autre, aborder, qu'elle soit à travers une maladie, un accident ou une mort naturelle. Alors, qui voudrait répondre de toute façon? Non. Hervé. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on... Voilà. Je pense que si on commence à ouvrir la question, on en parle demain matin, si on commence à l'ouvrir, ça va être un flot de questions qui vont confisquer totalement la suite. On n'est pas dans la fin de vie, on est dans le rapport de la société à l'Alzheimer. Et la fin de vie est un problème extrêmement important, mais c'est un problème à part, je crois. Alors, Hervé, merci pour ces précisions. Juste pour dire que ce que vous soulevez, je suis tout à fait d'accord avec Didier Sicard, est un problème plus général des sociétés modernes et qui nous renvoie à la conception que Michel Foucault a développée dans la notion de biopouvoir, qui
si on reprend une formule qu'avait utilisée Dominique Mimi dans une analyse qu'elle faisait du travail de Foucault, elle disait on est passé de l'ancien régime où le souverain avait le droit de faire mourir ou de laisser vivre, à la question des méthodes et des moyens que nous avons aujourd'hui pour faire vivre. Je regarde Israël Nissan, c'est quand même un grand spécialiste de faire vivre, ou toutes ces questions autour de la fin de vie, laisser mourir. Mais ça, c'est pas le problème ni de spécialistes, ni de la démence, c'est le problème général des sociétés modernes et de ce noyau central de ce qui fait la politique des sociétés modernes qu'est le biopouvoir. Israël Nissan, tu voulais intervenir? Non? D'accord. Merci. Cette discussion me rappelle un article que j'ai lu il y a quelque temps et qui recensait les résultats d'une recherche qui a été faite sur une petite communauté religieuse quelque part en Amérique centrale. C'était une communauté de femmes religieuses qui vivaient ensemble depuis longtemps, qui étaient âgées. Elles se déclaraient toutes très heureuses de vivre, elles étaient parfaitement en bonne santé mentale et elles ont accepté de donner leur cerveau à la science après leur mort. Et lorsqu'on a disséqué leur cerveau, les chercheurs ont eu la surprise de voir qu'un grand nombre de ces personnes avaient des cerveaux qui présentaient tous les signes de la maladie d'Alzheimer, la fameuse plaque, alors qu'elles n'ont jamais eu de symptômes de cette maladie. Que pensez-vous de cet exemple ? Alors ça, c'est tout à fait caractéristique d'une autre confusion, qui est qu'on a une tendance aujourd'hui à confondre le mécanisme biologique qui peut être responsable d'une maladie avec la maladie elle-même et la maladie avec la personne elle-même. Et c'est toute la question des biomarqueurs que vous soulevez, parce qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à des dosages de l'amyloïde ou de la protéine tau, grâce à de l'imagerie cérébrale et en particulier la fixation de certains marqueurs, on est capable de détecter le processus biologique qui pourrait conduire à la maladie d'Alzheimer 20, 30, 40 ans avant l'apparition du moindre symptôme. La question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire une corrélation dans un sens. Les personnes qui ont eu la maladie étaient atteintes de ce processus biologique et avaient ces stigmates et ces marqueurs, et on n'est pas capable de faire la corrélation dans l'autre sens, c'est-à-dire on n'a pas de marqueur prédictif du délai dans lequel apparaîtra la maladie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut jouer sur les pentes d'évolution et de déclin. Il y a un seuil à partir duquel les symptômes apparaissent. Si chez ces sœurs, et dans cette communauté, les symptômes apparaissent vers l'âge de 140, 150 ou 160 ans, comme chacune d'entre elles est décédée avant, elles avaient le processus biologique qui aurait pu conduire à la maladie d'Alzheimer, mais elles n'ont pas vécu suffisamment longtemps pour pouvoir la développer. Grégoire Moutel, et après on... Juste une toute petite remarque qui est classique, mais qui vient à propos avec votre question, parce qu'il y a aussi des plus jeunes dans la salle, c'est la contextualisation du normal et du pathologique que vous posez. Georges Canguilhem dit très bien la chose suivante, c'est que le pathologique est déterminé soit par le vécu de l'individu lui-même, c'est lui qui détermine s'il se sent en situation de maladie, soit par son entourage et l'environnement. Et à travers votre question, on pourrait imaginer notre société où on détermine le pathologique par rapport à l'imagerie ou à la biologie pure. Et vous voyez aussi le danger, c'est-à-dire que toute personne qui aurait une anomalie non socialement vécue ou visible, mais qui aurait une anomalie d'imagerie serait considérée comme malade. Et je pense que c'est important dans notre débat aujourd'hui de rappeler que, à l'heure de tous les outils de prédiction et de pronostic qui existent, il faut peut-être rester dans une attitude raisonnable de la définition sur le retentissement du vécu des choses. Dernier petit exemple, il n'y a pas que le cerveau, puisqu'il y a une étude sur le cancer de la prostate qui montre que si vous faites une biopsie de prostate à tous les hommes décédés de plus de 80 ans, je crois, le chiffre est que plus de 50% des hommes se retrouvent avec quelques cellules néoplasiques à la biopsie. Donc voilà, on est tous des malades en puissance, ignorants et porteurs de plein de choses qui sont silencieuses dans nos corps, et le silence des corps, c'est certainement une chose très importante. Madame, si vous voulez juste... Attendez, pardon. Merci, je voulais faire état de 3 expériences plutôt positives que j'ai vécues récemment
à Strasbourg concernant la maladie d'Alzheimer et le fait que je suis aidante naturelle. La première, c'est que je viens de suivre une formation qui est organisée par un service de gériatrie, une formation destinée aux aidants de la maladie d'Alzheimer, qui a comporté une formation théorique sur la maladie, sur les aspects sociaux, psychologiques et divers, mais également tout un temps d'échange entre aidants naturels et qui a été extrêmement positif. Il y a eu un niveau d'interaction comme j'en ai rarement vu dans des groupes qui peuvent être amenés à parler sur ce genre de sujet. Chacun a appris beaucoup à chacun, y compris, comme vous le disiez, des aidants vers les soignants. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience qui est à venir, c'est que j'ai appris qu'il y avait des ateliers mémoire qui ont lieu très très régulièrement en Alsace pour tout public, et que je n'ai qu'une hâte, c'est d'en suivre moi-même à titre préventif. J'ai en effet beaucoup d'ancêtres qui ont été atteints de maladie d'Alzheimer. À chaque génération, nous en avons plusieurs. Et je veux à titre préventif essayer de travailler de mon côté. Et la troisième expérience positive, c'est que je fréquentais déjà les structures accueillant les patients atteints il y a de ça 30 ans, 35 ans, dans la région parisienne en particulier, et que j'accompagne quelqu'un qui est en EHPAD au centre-ville à Strasbourg, et il me semble qu'il y a eu une évolution considérable sur le plan humain, dans la qualité de la prise en charge des personnes. Ce qui me frappe actuellement, et je le dis avec un certain degré d'expertise parce que j'ai été soignante à un moment dans ma vie, ce qui me frappe actuellement, c'est un caractère très très paisible qu'il existe dans cet EHPAD du centre de Strasbourg. Et de toute évidence, il y a une interaction positive entre la sérénité du personnel et la sérénité des patients eux-mêmes. Il y a 30 ans, quand j'entrais en maison de retraite, très jeune à l'époque, j'étais toujours frappée à la fois par les cris, par les mauvaises odeurs, par le fait que les personnes étaient attachées, n'étaient pas habillées en cours de journée. Je ne vois plus ça du tout actuellement. Parce qu'on leur donne des calmants. Non. Merci pour votre témoignage, votre éclairage. Vous voulez réagir? Je pense qu'il n'y a pas de commentaire, juste une chose évidente et une boutade. La chose évidente, c'est qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait des témoignages comme les vôtres, parce que c'est ce type d'expérience qu'il faut développer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et toute l'expertise des états généraux des aidants a amené à votre conclusion, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des endroits formidables et il faut essaimer les savoirs et les faire partager. Deuxième boutade, en venant au Forum européen de bioéthique, vous entretenez la prévention contre la maladie d'Alzheimer, donc c'est très bien, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur l'intervention. C'est vrai que dans le monde hospitalier, d'une manière générale, les choses se sont améliorées sur le plan humain considérablement dans les 10 dernières années. Mais on entend encore à la radio des maltraitances, et telle institution a été fermée parce que les personnes qui s'y trouvaient ont été maltraitées. Et il me semble bien que la personne démente ou en déclin est moins à même de se défendre qu'une autre personne, et que ça peut donner lieu, lorsque les professionnels ne sont pas très bien formés, à une maltraitance au quotidien. Ma question est la suivante, elle s'adresse, je pense, à vous trois. Y a-t-il des surveillances de la qualité dans les EHPAD? Et si je pose la question, c'est que je sais que les EHPAD ont été ouvertes à l'investissement au secteur privé, que c'est un investissement extrêmement rentable, dont on peut sortir les choses de l'impôt, etc. Donc il y a des investisseurs qui multiplient les investissements en matière d'EHPAD. Est-ce qu'on contrôle la qualité de ces institutions? Alors, je ne suis pas un expert des EHPAD. Simplement, quand j'ai fait mon tour de France, et que j'avais vu des EHPAD et que j'avais vu discuter avec des conseils d'administration d'EHPAD, j'avais été très frappé de voir que, pas toujours, mais souvent l'aspect économique l'emportait sur la capacité à avoir du personnel très qualifié, et que par exemple qu'une infirmière ne soit pas présente la nuit dans un EHPAD me paraissait être une mise en danger des personnes, et que les médecins
coordonnateurs sont un peu débordés, que le médecin praticien, le médecin référent de la malade avant son séjour en EHPAD garde le contrôle et comme il n'est pas disponible, l'organisation du soin dans les EHPAD n'est pas à la hauteur de l'engagement vis-à-vis de ces personnes si fragiles et si vulnérables. Il y a des EHPAD merveilleuses, il y a des EHPAD épouvantables et je crois que la concurrence, malheureusement, se fait plus sur des arguments économiques que sur les arguments d'excellence. Mais on ne peut pas non plus diaboliser les EHPAD parce qu'elles sont des ressources très utiles. Le problème, c'est que quand je demandais à ce qu'une infirmière qualifiée soit présente la nuit comme une évidence pour avoir évité que à 2 heures du matin, le SAMU emmène la personne mourir dans un établissement hospitalier sur un brancard. On m'a dit oui, mais ça va augmenter de 10% le prix des EHPAD. Je dis oui, mais peut-être que ça va augmenter de 10%, mais si la variable d'ajustement c'est l'argent et qui est uniquement dans la variable qui exclut les personnes, je crois qu'on va absolument à contretemps. Si je peux ajouter juste un commentaire, et là encore on reviendra à Michel Foucault, je pense qu'il y a un temps dans la société qui correspond aux machines à guérir, qui va depuis les réflexions des Lumières au milieu du XVIIIe siècle jusqu'à la guerre de sécession qui établit à peu près les hôpitaux tels qu'on les a connus, pavillonnaires, etc. Et ça correspond à un besoin, à un moment où il y a une massification du soin et l'apparition d'une médecine scientifique, avec une adhésion au fait qu'on peut limiter la médecine à la prise en charge de la maladie et du processus biologique de la maladie. Et puis, il y a un basculement clair qui s'est fait il y a une trentaine d'années. Je pense que Didier Sicard, en France, en a été un des auteurs avec la polyclinique à Achard, à Cochin, où tout d'un coup, on voit bien, par exemple à l'occasion de l'épidémie de sida, que la prise en charge ne peut pas se limiter à un processus biologique et que le patient, la personne, vient sur le devant et que l'hôpital ne peut plus se contenter d'être seulement le lieu de prise en charge technique de la maladie. Et les choses évoluent de cette façon depuis maintenant au moins 30-35 ans. C'est vrai aussi pour les EHPAD. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ce temps d'une médecine réhumanisée est un temps qui reste à l'œuvre. Un dernier petit complément. À travers ta question, Israël, tu poses quand même la question de la bienfaisance en institution. Alors, dans la bienfaisance en institution, par rapport au modèle économique, parce que c'était quand même, je crois, un filigrane de ta question, je te connais trop bien, est-ce que dès lors qu'on est dans le système d'un actionnariat national ou international, est-ce que la logique de rentabilité est plus à l'œuvre que dans le service public? La réponse est oui. Donc effectivement, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un débat de société. Alors non pas que je veuille dire que le service public, forcément que le service privé, se serait déplacé, mais quand même, il y a des grands leitmotivs, et ça a été montré dans... Pareil sur l'école de Chicago, par rapport à ce qu'on appelle le patient advocacy, c'est-à-dire qui est le meilleur défenseur du patient in fine. Ben, il y en a 2 défenseurs. Il y en a un, c'est le soignant, mais quand il n'est pas à la merci de la contrainte de ses employeurs, c'est-à-dire au risque de, si je suis infirmière et que je me plains de mes modes de fonctionnement, dans un système qui est géré sur un mode très libéral, elle sera licenciée. Et on en prendra une autre plus jeune, moins payée, voilà. Tandis que si la personne a une autonomie de fonctionnement dans son exercice professionnel, elle sera meilleure advocacy du patient. Et puis l'autre versant, et ça revient à la question de l'éducation citoyenne, c'est les proches des patients eux-mêmes. Dans tous les systèmes de maltraitance que tu évoques, il se trouve que comme par hasard, c'est un peu comme pour les Noirs d'Alabama, c'est toujours des populations vulnérables, fragilisées, qui sont plus maltraitées et souvent qui ont moins de proches, qui ont un regard acéré sur le fonctionnement de l'institution et de proches qui ont un devoir aussi de dénoncer et de parole quand ça ne va pas. Donc ça renvoie à la démocratie sanitaire. Et donc je pense que si on allie ces réflexions-là, ça peut aussi permettre d'optimiser le fonctionnement des EHPAD et de combattre aussi les dysfonctionnements. Pour en revenir à un sujet plus terre à terre sur la dégénérescence cérébrale, où on entend de l'éthiopathogénie des lésions. Wow, ça c'est une question Hervé. d'expert. Alors non, mais on va résumer parce qu'il y a eu des très très grands débats, mais vraiment tout aujourd'hui se converge vers une anomalie
de la biologie, c'est-à-dire de la production et de la dégradation d'une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde, avec différentes raisons, soit des raisons génétiques, soit des raisons liées à des cofacteurs, c'est-à-dire d'autres voies métaboliques qui convergent vers cette protéine. Et donc elle s'agrège. Il reste un débat sur le fait de savoir si ce sont ces agrégats qui détruisent les cellules ou s'il y a un temps de protection de la cellule lié à l'agrégation, si ça ne serait pas la protéine soluble qui serait responsable de la mort de la cellule. Cette mort de la cellule, comme toutes les morts, la plupart des morts cellulaires, elle se fait par un processus actif. Ce n'est pas une mort par défaut, c'est une mort, ce qu'on appelle par apoptose. La cellule se suicide au bout met en place des programmes de destruction de la cellule. Et ces différents points ouvrent des pistes pour essayer de stopper l'évolution de la maladie, que ce soit de cibler les enzymes qui sont impliqués dans le clivage de l'amyloïde, que ce soit les processus de production ou de cofacteurs. Aujourd'hui, malheureusement, aucun de ces traitements n'est avéré efficace chez l'être humain et utilisable. Mais ça ouvre des espoirs pour les années qui viennent. Raison de plus d'agir pour limiter la dégradation et la pente de dégradation, car plus l'état des patients sera préservé, mieux agiront les médicaments qui pourront être mis en œuvre demain. Et pourquoi il y en a plus? C'est parce qu'on vit plus longtemps? Oui, un peu pour les raisons pour lesquelles j'ai répondu pour les bonnes sœurs tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes, voire même peut-être tous les humains, qui ont à un moment eu un excès de clivage pathologique de l'amyloïde par rapport à un clivage normal. Et la question est juste de savoir quel est le niveau de cet excès, à quel âge ça commence et durant combien d'années ça se prolonge. Donc probablement quand on meurt à la guerre à 40 ans, il n'y a vraiment pas le temps d'arriver à accumuler suffisamment d'amyloïdes. Et si demain on arrivait à vivre jusqu'à 140, 150 ans, peut-être tous les humains finiraient avec une maladie d'Alzheimer. Le mot dégénérescence ne me paraît pas forcément approprié parce que d'emblée, il est très réducteur. Accumulation, oui, d'une protéine, mais le mot dégénérescence, je me souviens dans un compte-rendu radiologique, un Corse qui va voir son ami à Toulouse et il dit « Tiens, j'ai jamais fait de scanner de ma vie à 80 ans ». Et le radiologue lui dit « Tout va très bien, tu peux repartir en Corse ». Mais il reçoit par négligence le compte-rendu qu'il a fait scientifique. Et il y a le mot atrophie cérébrale. Il n'a plus vécu depuis ce jour-là, alors que l'atrophie cérébrale et l'intelligence n'ont pas grand-chose à voir. Simplement, c'est que le cerveau se rétrécit à mesure de l'âge. Et le mot dégénérescence a quelque chose dégénéré. Il y a quelque chose là qui me paraît être porteur d'un regard particulièrement dur sur ces personnes. Madame. Bonjour. Lorsque j'étais confrontée au problème du déclin d'une personne âgée, on m'a expliqué qu'il y avait deux choses qui étaient différentes, même si les symptômes étaient très proches, la démence sénile qui arrivait à cause du vieillissement et la maladie d'Alzheimer qui, elle, pouvait arriver même à une personne relativement jeune, une quarantaine d'années. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une relation, un facteur héréditaire entre l'apparition de la maladie d'Alzheimer et donc un problème d'hérédité? Alors, pour les formes précoces de la maladie, c'est-à-dire qui touchent la personne avant 60 ans et plus encore avant 50 ans, oui, il y a une très forte proportion liée à des mutations, soit dans les enzymes qui processent l'amyloïde elle-même, soit dans d'autres molécules qu'on appelle les présénilines, préséniline 1 ou préséniline 2, qui sont impliquées dans une interaction avec cet amyloïde. D'ailleurs, c'est sur ces grandes familles aujourd'hui que portent des essais cliniques qui utilisent des anticorps monoclonaux, des protéines qui sont produites avec de la bioingénierie
et avec leur consentement bien évidemment, on se sert de ces familles dans lesquelles, à cause de l'anomalie génétique, la maladie est certaine et précoce pour essayer de voir si on peut stopper l'évolution, voire même prévenir complètement l'évolution de cette maladie. Les premiers essais ont été malheureusement infructueux. Il y a des essais nouveaux qui ont été relancés il y a 1 an maintenant, en prenant la maladie à un stade pré-symptomatique, c'est-à-dire chez les personnes porteurs de la mutation, mais ne présentant encore aucun symptôme. Et on aura les résultats que dans quelques années pour savoir si cette fois-ci c'est efficace. Oui, mais dans les formes tardives, habituelles, il n'y a pas de facteur connu génétique. Autrement dit, ce n'est pas parce que la mère ou le père ou le grand-père ou la grand-mère ont un Alzheimer qu'on est à risque particulier ou bien... Alors, dans les formes tardives, ce qui existe, c'est qu'il y a une association avec l'apoprotéine E, le variant 4 de l'apoprotéine E, et bon, c'est une molécule qui transporte normalement des lipoprotéines. Il y a 4 formes il y a 3 formes principales dans la population générale, ce qu'on appelle epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Quand les gens sont porteurs de la double forme A4, il y a 60% pour les femmes de risque de développer la maladie d'Alzheimer au-delà de 60 ans. Donc il y a quand même une association avec un certain facteur de susceptibilité génétique important, même pour les maladies tardives. Daphné, des questions? Oui, donc en fait, vous parliez tout à l'heure de patients atteints d'Alzheimer et qui peignaient de très beaux tableaux. Et je pense également à Tommy Unger, qui était bipolaire et qui est un artiste reconnu. Il est toujours, hein. Oui. Pardon. Il y a peut-être quelque chose que j'ai raté, je ne sais pas. Non, mais je voulais juste savoir s'il y a un rapport entre une démence et la créativité. Et j'ai une deuxième question. C'est donc de nos jours, la durée de vie augmente, mais parallèlement, la durée de vie en bonne santé, en capacité de ses moyens, elle diminue. Et je voulais savoir si, quelles en étaient les causes. Peut-être Hervé ou Grégoire, mais moi je pense à Antonin Artaud, qui est un excellent exemple d'une personne atteinte d'une pathologie mentale majeure et qui est un des plus grands créateurs du XXe siècle. Et qu'on peut même se dire que certaines formes de création, dans leur génie, participent à la démence. Et que la capacité d'un être humain d'être un génie est souvent à la frontière de l'état pathologique. Mais c'est pour ça d'ailleurs que une société qui voudrait exclure de son sein les personnalités marginales risquerait de perdre tellement, parce que, au fond, j'ai coutume de dire que c'est de l'anormal, au sens A privatif, que naît la richesse du monde. Ce n'est pas de notre normalité que peut jaillir une créativité considérable. Et donc, peut-être, à votre question, elle nous interroge sur le rapport au créateur. Et c'est pour ça que, quelquefois, il y a des éclairs fulgurants qui appartiennent à des personnalités qui sont jugées psychiatriquement, effectivement, tout à fait atteintes. C'était pas une référence politique. Grégoire Moutel. Juste un petit complément à votre question, parce qu'on a pris chacun un rôle autour de la table. Donc moi, aujourd'hui, on m'a assigné le rôle des aidants. Et il y a un beau papier, je crois, qui s'appelle Jonathan Fox, c'est un Australien, qui a été aidant, assez jeune, de sa grand-mère, parce qu'il a perdu ses parents, et qui lui décrit comment le fait d'avoir... c'est aussi un artiste qui fait de la peinture, de la sculpture, et lui écrit de manière très objective que sa capacité à créer est venue du fait de s'être occupé de sa grand-mère. Et que c'était les moments d'errance de sa grand-mère qui avaient nourri sa capacité artistique. Et je trouve que, voilà, en complément de ce qu'il dit M. Giscard, c'est un beau complément, c'est-à-dire que oui, la démence peut certainement être source de richesse pour l'individu lui-même dans sa création, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est peut-être porteur d'espoir. D'ailleurs, le sujet que soulève Daphné, en fait, nous le traiterons le samedi 1er février au musée Tommy Ungerer. Voilà, juste pour dire qu'on pourra prolonger la réflexion également. Lucas, tu avais aussi des questions?
Alors, tout d'abord, j'aimerais juste faire un petit lien en fait à la conférence ce matin sur tout ce qui était addict. Est-ce que la prise de substances en tout genre ou en comportement pouvait favoriser une démence? Et si oui, quels sont les mécanismes précis qui aboutissent justement à cette maladie? Alors, oui, malheureusement, il y a un certain nombre de substances qui circulent de façon illicite sous forme de poudre plus ou moins blanche, qui peuvent aboutir à des dégénérescences graves, soit parce que le mécanisme chimique de production est frelaté. On a vu au tournant des années 80 apparaître une épidémie de jeunes parkinsoniens sur la côte californienne parce qu'ils avaient pris un dérivé d'une morphine qui avait été frelatée, et grâce à ça on a trouvé un toxique qui détruit les neurones dopaminergiques, donc les cellules qui dégénèrent, qui disparaissent dans la maladie de Parkinson. C'est vrai aussi pour un certain nombre de molécules qui interfèrent avec le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau qui s'appelle le glutamate. Donc la plus grande prudence par rapport à ce qu'on appelle l'angel dust, dans notre jargon ça s'appelle le PCP. Ce sont des substances qui, prises à forte dose, détruisent les neurones d'une région importante dans la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. Et d'une façon générale, les substances qui provoquent des altérations de la conscience ou des états de type hallucinogène sont en général des substances qui interfèrent avec la survie neuronale de façon négative. Et j'avais une deuxième question. La dopamine est présentée dans les médias et dans d'autres articles comme la molécule du bonheur. Et est-ce que le fait qu'elle fasse défaut dans la maladie de Parkinson peut faire un lien entre la maladie et la dépression? Est-ce que l'absence de dopamine peut entraîner une forme de dépression chez les malades? Alors là, on rentre dans quelque chose de très compliqué. Il y a un certain nombre de molécules dans le cerveau, de neurotransmetteurs, qui sont plutôt impliqués dans l'exécution immédiate des tâches. Ça va s'appeler le glutamate ou le GABA. Et d'autres, qu'on appelle les monoamines, qui sont plus diffuses dans le cerveau et qui sont impliqués plus dans des états du cerveau. C'est le cas de la sérotonine, et c'est plutôt la sérotonine, entre guillemets, la molécule du bonheur, parce que, pourquoi on appelle la sérotonine la molécule du bonheur? Parce que tous les médicaments antidépresseurs augmentent la concentration de sérotonine disponible à l'extérieur des neurones, d'où l'association. La dopamine, c'est plutôt impliqué dans les mécanismes de prise de décision et plutôt dans les mécanismes de recherche de la récompense. Donc, on va dire rapidement du désir et du plaisir. Alors, effectivement, dans des maladies comme la maladie de Parkinson, il existe ce qu'on appelle des anédonismes, des absences de désir et de plaisir liées à la carence, au manque en dopamine. Vouloir résumer des activités aussi complexes que le désir et le plaisir à une molécule dans un endroit du cerveau, j'ai beau, par nécessité, être un matérialiste et un réductionniste endiablé, je le condamne totalement. Merci. Bon, je suis tellement heureuse que vous ayez enfin prononcé le mot désir et plaisir. Il est temps de travailler sur vieillissement et créativité. Ça fait 45 ans que je suis sur ce thème, sous diverses formes. J'ai une formation de psychologue clinicienne, à Descartes d'ailleurs. J'étais très mal vue à l'époque parce que je voulais travailler sur ces thèmes-là. Oui. Question, oui. Bon, je voulais simplement signifier qu'il existe un tas d'ateliers, qu'il y a eu un tas d'ateliers, et que quand j'entends que la France est derrière, etc., non, où en est la France par rapport à toutes ces recherches? Ça, c'est ma vraie question. Bon, je vous signale que dans nos groupes, on a travaillé avec les Suédois il y a des dizaines d'années sur des ateliers qui s'appelaient entre autres l'âge, le verbe et le corps. Voilà. Donc ma question, c'était autour de cette image qu'on a de la France retardataire.
Voilà, merci. Mais, je rencontrais récemment un artiste de 88 ans qui me dit c'est à mon âge que je me sens le plus créateur parce que j'ai tout oublié et que je me sens libéré dans ma création. Et au fond, cet homme traduisait la capacité de la libération liée à l'âge. De la même façon que Manuel de Oliveira, on parlait de Paye, mais pas de Paye de l'architecte Manuel de Oliveira, 103 ans et demi, qui fait son, je ne sais pas combienième film en 2014, et qui est toujours plein de plaisir, de désir, et la vie, elle est dans le plaisir, elle est dans le désir, elle est dans la confiance. Et le vieillissement ne s'accompagne pas nécessairement d'une régression. Alors. Oui. Je me souviens avoir lu quelque part, il n'y a pas très longtemps, qu'une équipe canadienne travaillait actuellement en modèle animal avec une molécule qui s'appelle le MPL, qui est assez connue, et qui boostait l'activité des cellules microgliales contre les cellules bêta-amyloïdes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez leurs travaux? De manière grand public, bien sûr, on ne rentre pas dans les molécules. Oui. Voilà. Alors, de la même façon qu'on ne va pas répondre à des cas cliniques, on ne va pas commenter tel ou tel article. Parce que le jour où un traitement pour les humains sera disponible, je pense que nous serons ravis de pouvoir le mettre à disposition le plus rapidement possible. Il y a de nombreuses pistes, il y a de nombreuses études. Vous aurez, comme chaque année, au courant de la 3e semaine de mars, la semaine du cerveau. Et je suis certain qu'à Strasbourg, avec tous les centres de recherche en neurosciences, vous aurez beaucoup d'informations disponibles dans le cadre de cette semaine du cerveau. Vous avez le site de la Fondation France Alzheimer. Je crois qu'il serait beaucoup trop difficile de commenter une à une les dizaines de milliers d'études qui ont été publiées au cours des dernières années sur cette maladie, surtout dans des modèles animaux, sachant qu'aucun des animaux sur lesquels la modélisation peut se faire ne vit la durée de vie d'un être humain. Oui, et puis il y a aussi tout le réseau Neurex également. Madame? J'avais encore une petite question. Au moment de poser le diagnostic, comment peut-on être sûr d'être devant une maladie d'Alzheimer ou devant une démence sénile liée à l'âge? Vraiment, qu'est-ce qui fait la différence? Voilà, merci. Là-dessus, c'est une question qui pouvait se poser il y a quelques années, qui n'est plus d'actualité. D'abord parce que cliniquement, les formes sont différentes. Donc ça commence par un bon examen clinique qui inclut un certain nombre de tests cognitifs. Et puis ensuite, on a maintenant des examens soit par imagerie cérébrale, soit par dosage biologique qui permettent de conclure après cet examen clinique. Donc aujourd'hui, le fait d'être capable de poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, maladie constituée avec des symptômes, n'est plus un problème clinique. La question, moi, qui me paraît encore non résolue, c'est le rapport entre l'imagerie et un stade asymptomatique. Autrement dit, faire un examen de dépistage dans une famille où il y a eu Alzheimer, on veut faire à 55 ans cet examen, on tombe sur des images. Est-ce que cette image a une spécificité telle qu'elle peut anticiper à quelques années de distance la survenue de la maladie? Alors là, Didier, vous soulevez un problème essentiel qui est la différence fondamentale, et vous le savez bien, entre diagnostic. Là, on est dans un acte médical. Une personne se présente à la consultation avec une plainte, avec un problème, soit une plainte personnelle, soit la famille qui se plaint. Et on est dans une démarche médicale classique d'essayer de faire un diagnostic face à des symptômes. L'autre aspect, c'est le dépistage. Et on a dit tout à l'heure que, aussi bien dans des cas comme le cancer de la prostate ou dans certains cas de cancer limité du sein ou du poumon, on est rentré dans un excès de dépistage, dans un excès de ce que William Dabb a appelé la dépistologie, et où on va mettre en évidence peut-être des anomalies biologiques, mais en tout cas pas des maladies. Alors une question. La mémoire
la mémoire, c'est comme un disque dur qui enregistre des milliers d'informations. Et je me demande si Alzheimer, c'est pas justement le manque de contact avec cette zone du cerveau. Et ce n'est pas une perte de mémoire, mais le contact. Et justement, est-ce qu'on peut comparer la mémoire à un disque dur? Vous êtes très sollicité, Hervé. Sûrement pas, sûrement pas. La mémoire, c'est tout sauf un disque dur. Un disque dur enregistre sous forme numérique un certain nombre d'informations linéaires. La mémoire est quelque chose de multidimensionnel. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une personne, y compris à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, qui a perdu l'usage de la parole, des mots, et qui ne serait pas capable de retenir un texte plus que quelques minutes, est capable d'apprendre et de retenir une musique. Donc la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, de multifactoriel, très éloigné de l'image du disque dur. Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. Pour ma part, j'aimerais vraiment retenir quelque chose que M. Didier Sicard nous a dit tout à l'heure, parce qu'elle fait écho à beaucoup de tables rondes que nous allons avoir à commencer de demain. Est-ce que je peux poser encore une question? Je termine ma phrase. Et qui est la suivante, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, elle est vraiment magnifique. Elle va faire écho à tout ce qui va se passer, y compris à partir de demain. C'est celle du corps et du cerveau. En fait, d'arrêter avec cette dualité entre corps et cerveau. Voilà, Israël, pardon. Mais ça va permettre à Didier Sicard un peu de conclure. L'autre jour, j'entendais, et tout à l'heure, Didier Sicard dire que notre société est en train de s'alzheimeriser. Et un psychanalyste disait, dans notre société où l'isolement augmente des individus, l'Alzheimer ne pourrait-il pas être une maladie de notre société où les gens sont de plus en plus isolés et leur isolement entraîne des lésions, et plus il y a de lésions, plus ils sont isolés. Est-ce que l'Alzheimer ne serait pas un symptôme de nos sociétés de l'isolement? Excellente question, ça. Oui, c'est une question essentielle. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, la primauté à l'individu, la primauté à la personne, la primauté à la performance, la primauté à la réalisation de soi, au droit de soi, fait que nous sommes une société de personnes de moins en moins en réseau. Et la vie, c'est le rapport à l'autre qui vous fonde. On passe dans la connaissance de soi, elle passe par la connaissance de l'autre. Et cette illusion que nous pouvons vivre avec une transhumaniste, avec des nouveaux médicaments extraordinaires, des recherches scientifiques qui vont nous apporter le Graal du non-vieillissement, me paraît méconnaître le fait que nous sommes reliés les uns aux autres dans une confiance qui est en train de s'effilocher, comme si la méfiance entre les êtres finissait par se substituer à ce sens d'une communauté humaine qui est dans la même difficulté et au fond d'être toujours plutôt conduit vers, non pas le respect, mais dans cette sorte de sentiment que la façon dont on regarde l'autre fait qu'on est regardé par la société en miroir. Et quand je parlais d'alzheimerisation, c'est simplement de penser que l'exclusion des individus passe aussi par l'exclusion du passé, comme s'il y avait une mémoire inutile. Or, il faut oublier, mais il faut se souvenir. Et je pense que, quand je parle de voie d'alzheimerisation, c'est que je pense que le présent finit par tétaniser, comme si nous étions des êtres dénués de relations. Nous sommes des héritiers du passé, nous sommes dans une chaîne. Et simplement oublier que, au fond, plutôt ne pas oublier que nous sommes reliés au passé, nous sommes reliés à ceux qui vont nous succéder, et que l'idée même que l'humain au XXIe siècle peut exprimer de façon insolente sa prééminence sur les autres me paraît être une source d'inquiétude pour le futur. Merci, je crois qu'on va vraiment conclure sur ces paroles-là, à méditer.
Merci. Merci également à tous pour votre contribution, votre participation.